Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 13 juin 2025. On a une autre belle émission à vous présenter cette semaine. On va vous parler du Festival d'humour Ahamkoui qui aura lieu cet été. Ce sera la première édition. Ce sera également la tournée de sensibilisation pour le compostage. Donc, si vous vivez dans un immeuble à appartement de 5 logements et plus, vous aurez droit d'avoir vos bacs de compostage à la maison. J'ai rencontré Christophe Moquin qui cet été aussi va présenter son nouveau court-métrage. Mais tout d'abord, lundi dernier, c'était la consultation publique pour la construction du bâtiment Bien vieillir chez soi à Sébec. Donc, je m'y suis rendu et voici le résumé. Bonne écoute! Le 9 juin dernier avait lieu la consultation publique concernant la construction de la maison Bien vieillir chez soi, un projet pour les aînés. Cela s'est déroulé ici, à l'église de Sébec. Alors, on vous présente un résumé de cette présentation et par la suite, on vous présente également quelques entrevues que j'ai eu la chance d'effectuer. Bonne écoute! Je ne sais pas de quelle façon ça a été mentionné, mais le projet de résidence innovante fait partie de la démarche Bien vieillir chez soi, qui est une démarche bas-laurentienne pour améliorer les services pour les personnes aînées. Donc, cette démarche-là, à la base, elle est partie d'une consultation auprès des personnes aînées et des organisations qui œuvrent au bien-être des aînés au Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a eu un grand événement. C'était dans Rimouski-Neigette, mais il y a beaucoup de personnes aînées qui sont venues aussi de régions des alentours en 2019. Et il y a eu des ateliers. C'était co-organisé avec le Carrefour 50 plus. Donc, ça coupe, hein, le son? C'est pas grave? Parfait. Donc, il y avait beaucoup de personnes aînées. Puis, ce qui a été nommé partout, c'est que les gens veulent rester chez soi. Puis, quand on parle de chez soi, on ne parle pas juste de la maison, mais on parle aussi de sa communauté. Donc, comme vous, à Sébec, vous souhaitez rester ici. C'est quelque chose que vous partagez avec les autres personnes au Bas-Saint-Laurent. On a 114 municipalités, hein, dont beaucoup qui sont rurales. Et dans ce qui a été nommé, c'est que dans la possibilité de rester chez soi, bien, il manque certaines choses. À certains endroits pour que ça soit possible, donc beaucoup de services qui sont nécessaires. Donc, tu peux changer la diapo. Donc, il y a un comité directeur régional qui s'est mobilisé pour dire, OK, on a entendu que les gens souhaitent rester chez elles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour concrètement améliorer les services? Donc, le comité directeur, il y a plusieurs organismes bas-laurentiens, dont le Réseau de la santé, des organismes communautaires, le municipal, qui se sont mis ensemble pour aller chercher du financement pour mettre en place des actions concrètes sur le terrain. Ils sont venus voir le collectif régional de développement, mon organisation, pour être mandataire de la démarche. Donc, on n'est pas à l'origine, mais on est un peu comme le bras opérant. Puis, comme on a les 8 préfets et préfètes qui souhaitent que les services soient améliorés sur leur territoire. Donc, le CRD a accepté d'être mandataire de la démarche. Ça a permis de faire une demande de financement auprès de la Fondation Mirella Lino Saputo, qui a été le partenaire financier principal de cette démarche-là. Donc, aller chercher des sous pour réaliser des projets concrets. C'est plus de 3,5 millions qui est allé chercher pour cette démarche-là. Aussi, la démarche, elle est partie prenante de l'entente sectorielle pour le développement social au Bas-Saint-Laurent 2023-2026, ce qui permet d'arrimer aussi cette démarche-là avec les autres démarches de développement social qu'il y a sur le territoire. Donc, avec ce financement-là, ça a permis d'embaucher 2 ressources de coordination et d'accompagnement, dont moi et une autre personne. Et donc, on a Normand Lévesque, là, qui est ici, agent d'accompagnement au CRD. Avec moi. Et donc, ensemble et avec le comité directeur, ça a été réfléchi, OK, comment on peut mettre en place des services concrets? Et comme il y avait aussi la recherche qui était impliquée, il y a eu le souhait d'avoir l'approche de recherche-action pour mettre en place les projets et de faire une programmation de recherche.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, tout simplement, il y a plusieurs projets de recherche qui vont améliorer les services et qui vont être en lien l'un avec l'autre pour pouvoir bonifier leurs projets. Donc, dans le cas ici, il y a 8 thématiques qui ont été choisies, dont celle d'améliorer les résidents, d'améliorer plutôt de bonifier l'offre de résidence pour personnes aînées sur le territoire. Et c'est là que les 2 projets, donc la démarche qui était à Sébec et la démarche Bien vieillir chez soi, se sont jumelés et le projet ici est venu à faire part du projet de la démarche Bien vieillir chez soi. Et donc, le comité de pilotage s'est formé et le comité de pilotage travaille sous forme de recherche-action. Et là, c'est Marie-Pierre qui va vous expliquer plus. Merci beaucoup. En fait, la recherche-action, peut-être vous vous demandez c'est quoi, là, c'est quand même assez particulier comme processus. C'est des processus qui se veulent itératifs, c'est-à-dire qu'ils ont des cycles, un cycle continu. On refait souvent la même chose, mais toujours en amenant des petites modifications et en peaufinant le projet. Donc, le comité de pilotage, là, il se réunit quand même régulièrement. On essaie d'avoir une rencontre par mois, mais finalement, on se retrouve plutôt à avoir une quinzaine de rencontres par année. Donc, on est quand même assez, la contribution est quand même assez importante. Et dans le comité de pilotage, là, vous avez vu les membres, mais il y a des personnes qui ont un statut d'expert de vécu. Donc, sont là vraiment pour nourrir la réflexion sur la réalité de la population de Sébec. On a aussi des personnes qui portent davantage le rôle de praticien. Donc, on pense par exemple au GRT ou à M. le maire, qui sont là vraiment comme pour venir soutenir la pratique puis le rendre vraiment concret. Et il y a moi, à titre de chercheur, qui est davantage là pour nourrir au niveau de l'analyse, la théorie et tout. Mais reste qu'on est un comité, tout le monde participe à l'ensemble des phases de réflexion. Ici, là, vous voyez un petit schéma. Donc, on peut voir, il y a de l'observation, on agit, on analyse et on réfléchit par la suite et ça retourne dans la boucle. Donc, vous voyez le projet qu'on vous présente aujourd'hui, là, c'est un concept, si vous avez vu les premières ébauches qu'on a fait, oui, le concept était là, les grandes lignes étaient là, mais depuis, on a fait un bon bout de chemin. Fait que, je suis bien contente qu'on puisse vous le présenter aujourd'hui. Puis je vais laisser la parole maintenant à Didier qui va venir justement vous parler du projet et Patrick va suivre ensuite pour vous présenter les plans. Donc en fait, pour vous présenter un peu le concept, dès le départ, on voulait que ce soit 3 maisonnées qui soient... pour essayer d'éviter, dans le fond, qu'il y ait le côté institutionnel qu'on retrouve dans les grands centres-villes. On voulait vraiment que les gens se sentent chez soi, dans une maison. D'où le concept de 3 maisonnées que vous allez pouvoir après consulter sur les affiches. Dans le fond, le nombre de logements, on a passé à 40 studios. Donc, c'est vraiment des chambres, des grandes chambres avec une petite cuisinette, une salle de bain, etc. Il y a 4 logements, une chambre, puis un logement, 2 chambres. En fait, les logements, une chambre et 2 chambres, dans le fond, c'est pour les couples dont une des personnes en perte d'autonomie, puis l'autre personne peut la soutenir, dans le fond. Les espaces communs, en fait, il y a quand même pas mal d'espaces communs dans la résidence. Les espaces partagés sont chaleureux et accueillants et maintiennent le lien social, c'est-à-dire que, premièrement, les espaces communs sont pour les résidents, donc il y a plein il y a une salle de bain gériatrique, il y a une salle de télémédecine, donc c'est vraiment à la fine pointe de la technologie. Mais c'est aussi des espaces communs qui sont ouverts à la communauté, c'est-à-dire que les personnes, mettons, qui désireraient avoir accès à une salle de bain gériatrique dans la communauté auraient la possibilité de venir à la maison à la maison Bien vieillir chez soi pour profiter des services. Et pareillement pour la salle de télémédecine. Donc, je pense que c'est vraiment un projet qui est ouvert sur la communauté en tous sens. Et également, on attribue une grande place aux proches aidants. Les proches aidants ont vraiment une place privilégiée dans le concept de la maison Bien vieillir chez soi. Aussi, une des innovations du concept, c'est l'abordabilité.
parce que notre groupe de ressources techniques, justement, on a l'habitude de faire du logement social et communautaire. Et pour nous, c'est bien important d'offrir du logement aux populations qui n'ont pas nécessairement les moyens. Donc, l'abordabilité, pour nous, c'était comme le point numéro 1 dans le concept de la résidence innovante. Donc, les services sont également accessibles, les soins sont abordables et, comme je disais, les logements sont à prix raisonnable. Donc, on veut rendre les services de qualité accessibles à tous, peu importe les moyens financiers. Donc, le soutien des proches aidants, j'en ai parlé. Aussi, dans la résidence, il y a un espace qui est prévu pour un service de garde en milieu communautaire, parce qu'on a appris qu'il manquait de place dans le CPE à Sébec. Donc, on a proposé de faire de l'espace pour accueillir des enfants. C'est ça, donc on parle de grandes douches adaptées, donc la salle de bain gériatrique, j'en ai parlé, la salle de télémédecine aussi, puis la participation active de la communauté aussi, j'en ai parlé, donc ça fait pas mal le tour. Donc je pense que moi j'ai terminé. Je passerai la parole à Patrick, à l'artiste. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ça me fait un grand plaisir de prendre un peu de temps avec vous. Super. Donc, mon nom est Patrick Blanchette, je suis président fondateur de Blanchette Archi Design. On est une firme d'architecture pluridisciplinaire, donc on fait de l'intérieur également à Montréal. Mais inquiétez-vous pas, je connais beaucoup votre territoire. Mon beau-père est dans la salle, vous le trouverez. Donc, je passe beaucoup de mes étés et mes Noëls ici. Donc, ça me donne un regard peut-être différent et adapté. Qui on est chez Blanchette? Blanchette, en fait, on travaille beaucoup sur les communautés, le développement de communautés qui sont tissées serrées. Donc, on a cette recherche-là sur le mieux vivre ensemble. Donc, on travaille dans plusieurs grandes et petites villes. On travaille dans des villes comme Matane, on travaille Gatineau, Québec, Montréal. Puis, on a toujours une réflexion assez contextuelle sur la façon d'agir dans ces villes-là. Et on travaille le projet avec Habitat Construction, qui est de Matane aussi, qui est local, avec le volet HMC pour la construction modulaire préfabriquée. Donc, c'est une réalité que vous avez peut-être entendu parler dans les médias. Là, c'est dans l'air du temps, répondre à la crise du logement avec la construction modulaire. Donc, c'est notre chaire de recherche à l'interne chez Blanchette qui ont travaillé ce projet-là. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est de la construction modulaire. Ce que ça veut dire, c'est que ça peut être construit plus rapidement et localement parce que vous avez les ressources ici. Donc, ça fait du sens dans ce sens-là. Je vous amène dans l'histoire du projet, donc on part d'un petit peu plus loin, puis on va aller en détail. Je vais essayer de faire la présentation dans 10-15 minutes. Évidemment, un projet part d'une idée, l'idée de M. le maire et son équipe, puis après, nous, on doit se l'approprier pour faire quelque chose de pertinent dans votre territoire. Magnifique projet ici, le Verve Senior Living à Vancouver. C'était une résidence pour des gens qui sont atteints d'Alzheimer ou de démence. Et la couleur était très, très importante pour aider aux aînés à se localiser dans l'espace. Donc, c'est un projet qu'on a énormément étudié, nous, dans nos comités au bureau. Puis après, on regardait l'architecture vernaculaire, l'architecture qu'on va trouver dans votre secteur. Donc, rapidement, le cèdre nous a inspiré. C'est une matière première qui est en grande disponibilité. Travailler avec les scieries locales également. Puis le type d'expression qu'on voulait peut-être plus près d'une maison que d'une institution. On ne veut pas vous créer un énorme centre au cœur de votre ville. Et personnellement, il y avait... je traîne ce projet-là depuis que j'ai commencé à pratiquer, puis vous le connaissez, si vous connaissez Métis, il revient cette année d'ailleurs, le Jardin des Bâtons Bleus de Claude Cormier, qui nous a quittés l'année passée, mais qui a toujours inspiré mon travail. Donc vous allez voir, il y a un lien dans la façon qu'on l'insère en référent, puis ça fait partie de votre vitalité locale, et les œuvres de Buren avec le travail sur la couleur. Donc, on parlait au début de maisonnée. Donc, qu'est-ce que c'était pour nous? Déjà, quand on nous a donné la commande à Blanchette, on nous a dit qu'il faut faire une RIA. Puis une RIA, c'est quoi? C'est une résidence innovante. Donc, il fallait innover. Donc, ça veut dire, on ne fait pas un CHSLD, on ne fait pas une résidence d'aînés comme on a vu avant. On doit le mettre en contexte aujourd'hui puis dire, parfait, comment on rend ce projet-là innovant? Donc, déjà, on s'est dit, parfait, ben, c'est 4 maisons qui vont se rencontrer. C'est une petite ville qui s'agglomèrent ensemble comme ça, puis chaque maisonnée aura sa propre couleur
Vous voyez là-dedans les 4 saisons, puis c'est un peu le rapport qu'on a à l'œuvre de Cormier. Hein. On va toujours découvrir une façade de couleur. Puis c'est pas un geste graphique gratuit, en fait. C'est un geste qui va guider les aînés. Donc, je rentre dans la maison orange, je rentre dans la maison bleue parce qu'on va le lire de l'extérieur. Donc, ça va aider à développer 4 petites communautés à l'intérieur du projet qui sont liées entre elles. Donc, c'est un parcours en boucle. Donc, on peut tourner, on peut prendre une marche de 5 km dans le projet si on veut. Je vous le conseille pas la première année, mais... Mais c'est un peu l'idée. Donc, c'est le cycle qui était intéressant. Puis, ce qu'on vient faire en les joignant ensemble, ça nous amène une cour intérieure. Puis, une cour intérieure, c'est parfait pour nos aînés qui seraient en perte d'autonomie. Donc, ils vont pouvoir aller à l'extérieur, à un endroit qui est surveillé, qui est programmé, mais il y a aussi toute la programmation sur l'ensemble du site que je vais vous présenter également. Donc, le terrain, vous le connaissez, on est entre la croix et de l'église. On est à peu près ici. Hein, vous connaissez votre CLSC qui est ici sur Saint-Don. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive avec un plan directeur pour venir développer l'ensemble de l'îlot qui appartient à la ville, qui est au cœur. Donc, il y a la résidence innovante pour aînés qu'on vient ancrer en bas, avec l'aire de jeu pour les enfants. On a parlé de la garderie en milieu familial. On va implanter un verger pour faire de l'autoculture aussi avec nos aînés à l'intérieur du projet. Et l'accès va se faire ici, sur de l'église, comme vous le voyez. Et la vision de la ville, c'est vraiment de développer l'ensemble de l'îlot avec d'autres programmations, venir réactiver le terrain de tennis, pump track, verger et pump track, c'est ça ici pour les vélos, avec l'implantation d'une piste cyclable au cœur du projet. Donc, ça va être vraiment un nouveau lieu d'une nouvelle mobilité douce au cœur du projet, puis un possible développement au cœur. Donc, voilà la perspective. Vous l'avez vu sur les panneaux. Vous voyez, plein sud, il y a une aile qui est abaissée à 1 étage. Donc, ça va amener de l'ensoleillement à l'intérieur de notre cour intérieure. L'accès que vous allez avoir ici, là, sur de l'église, vous le voyez avec la rampe, l'accès universel. La garderie est sur le coin ici, puis vous voyez l'aire de jeu pour les enfants. Trouvez-vous ça beau? Oui! OK, ça me rassure. Parfait, je continue. Donc, l'idée, c'est du cèdre pré-vieilli. Donc, le bâtiment, il va être très sobre à travers les saisons. Ça va être un bois naturel qu'on va laisser vieillir. Puis, les couleurs, ça va être des couleurs appliquées sur les faces courtes. On est venu rajouter des lucarnes parce que ça fait partie de l'unité de paysage. Puis, ça l'aide à découper les volumes encore pour que ça ait l'air de des plus petits morceaux dans votre ville. Puis, de cette façon-là, quand on va tourner autour, on va avoir l'impression que c'est des maisons. Là, on ne sentira pas l'échelle du centre. Les plans, on pourrait les regarder plus en détail. Moi, je vais circuler après pour vous donner l'information. Mais ce qu'on voit dans le vert plus foncé, c'est la garderie sur le coin. Vous voyez, l'entrée est ici. Et l'idée, je vous parlais d'une boucle. Donc, on tourne toujours. Toutes les unités d'habitation sont vers l'extérieur et les programmes qui sont communs pour les résidents sont vers la cour. Donc, on les voit en rose ici. C'est des salles polyvalentes qui vont pouvoir être programmées, qui vont pouvoir être activées avec des activités qui vont être en lien avec la cour. Donc, on va pouvoir voir le passage des saisons par celle-ci. Et vous voyez également qu'il y a des petits placotoirs aussi dans les circulations. Donc, comme ça, il y a plusieurs lieux de rencontre où on peut aller voir ses voisins de maisonnée dans des petits placotoirs qui sont à l'intérieur des aires. Et bien, ça vous donne une idée de la cour. Donc, comme vous voyez, il y a du mobilier. Donc, les aînés vont pouvoir aller en sécurité à l'intérieur de la cour. Et vu qu'il y a un milieu de garde, on pourrait imaginer une interaction entre les aînés puis les jeunes. C'est ce qui est souhaité dans le projet. Donc, encore là, ça va activer autant nos enfants que nos aînés dans le cadre du projet. Puis ça, pour moi, c'est une façon d'innover. C'est vraiment d'avoir cet échange interculturel-là qui est assez important. Vous voyez aussi les salles polyvalentes, comment sont largement vitrées vers la cour. Les arbres sont mis en lumière, donc on va les voir faire leurs feuilles, les perdre, avec du mobilier qui sera dessiné évidemment par nous. Au deuxième étage, plein sud, vous voyez, on voit un toit ici, c'est qu'on est abaissé sur le côté de plein sud, ce qui va permettre un ensoleillement vraiment magnifique de la cour intérieure. Et au deuxième étage, ce que vous trouvez là, en mauve dans service à la communauté, là, le genre de fichier ici, ce que vous voyez, c'est la salle de bain thérapeutique que nous a parlé Didier, c'est les bureaux de télémédecine qui sont là, et les espaces communs, là, les salles polyvalentes, j'en ai une dans chaque maisonnée. Donc, de cette façon-là, si, disons, on aurait une incapacité à marcher ou à se déplacer sur des longues distances, on a toujours accès à une salle polyvalente près de son unité d'hébergement à l'intérieur du projet.
Les logements auraient l'air de ça et on est assez content d'où on l'atterrit avec toute l'équipe projet. En fait, chaque chambre va être munie d'un lève-personne en cas de perte d'autonomie. Donc, si, disons, vous avez besoin de soins pour aller aux salles de bain ou vous doucher, toutes les chambres sont équipées d'un lève-personne, mais évidemment, pour les personnes qui ne sont pas en perte d'autonomie, on ne veut pas nécessairement avoir un rêve-personne en haut de sa tête, on est d'accord. Donc, on en a fait un beau luminaire. Donc, puis de cette façon-là, quand la personne sera en perte d'autonomie, on va pouvoir modifier la chambre pour l'adapter aux réels besoins. Donc, quand on disait qu'on ne veut pas déplacer nos aînés puis leur permettre de vieillir dans leur unité, c'est ce genre de geste-là qu'on a fait. Des tablettes pour personnaliser aussi pour vos souvenirs de famille, c'est super important. Chaque couleur de maisonnée, il y aura des rappels de couleurs aussi dans les unités. Et en cas de perte d'autonomie, évidemment, tout a été pensé pour pouvoir l'adapter avec une aisance. On va les voir dans les plans. Donc, les studios, chaque studio a son coin bureau, son petit coin cuisine, la salle de bain qui est entièrement accessible avec la douche sans seuil. Il y a une autre typologie de studio qui est ici. Et on a les unités une chambre et les unités deux chambres qui sont ici. Donc, dans le cas d'une unité deux chambres, on aurait seulement une chambre. Là, le liséré rouge, c'est le placement qu'on a fait pour le lève-personne en cas de besoin. Donc, il y a une des deux chambres qui le permet. Puis, c'est des environnements où on peut recevoir ses proches. Puis, sinon, les salles polyvalentes sont là pour compléter l'offre, pour vous permettre d'avoir vos activités. Dans le cas des 3,5, 4,5, vous voyez, on a des cuisines complètes, alors que c'est des cuisinettes qu'on a petites unités. Puis au niveau de l'extérieur, vous avez vu les rendus, je les ai juste remis ici à la fin. Donc, on travaille les traits d'union en vert, en transparence, donc la cour intérieure, le petit joyau qu'on fait, finalement, on va le voir à travers le bâtiment dès l'approche. Et on a morcelé le stationnement avec des îlots de végétation, évidemment pour les îlots de chaleur, pour la rétention au sol, mais aussi pour que ça soit plus intéressant pour les résidents. On se rapproche ici de l'entrée et du côté de la garderie. Puis j'ai mis cette page-là à la fin avec les 6 vignettes qu'on vous a fait pour vous amener un peu dans l'univers de ce qu'on avait en tête pour vous à Sébec. Voilà. Je suis en compagnie de Patrick Blanchette, qui est l'architecte du projet de la maison Bien vieillir chez soi. Bonjour, Patrick. Bonjour. Donc, c'est pas la première fois là, que vous désignez un projet comme celui-là. L'histoire de Blanchette Archidesign, en fond, s'est toujours intéressée à la notion de communauté à l'intérieur des projets, comment vivre ensemble, comment partager les ressources, les activités. Donc, évidemment, c'est une recherche qui est très latente dans le travail de Blanchette. On fait beaucoup de multilogements partout au Québec. On s'intéresse tant à la notion d'abordabilité sociale que de produits locatifs dans le marché. Donc, le logement hors marché est une réalité qui, pour nous, est super intéressante dans notre travail. Puis, on a la chance de faire des projets autant dans les grandes villes que des milieux plus ruraux comme ici pour amener notre savoir et notre pratique. La maison Bien vieillir chez soi, c'est quand même pour une clientèle quand même particulière. C'est quoi le défi justement de concevoir un bâtiment comme celui-là? Le défi, c'est qu'on veut offrir des environnements de qualité pour des gens qui aujourd'hui ont leur autonomie, mais demain vont peut-être la perdre. Donc, on doit avoir toute cette réflexion sur les besoins futurs d'un potentiel résident, mais également de voir comment les choses peuvent s'adapter naturellement. Donc, de trouver des façons de les intégrer, les systèmes, parce qu'évidemment, on ne veut pas prendre une personne qui est autonome puis de le mettre dans le logement qui est pour une personne non autonome. Donc, il y a toute une réflexion comment l'aîné peut vieillir sans déménager. Puis ça, c'est super important pour éviter les périodes de stress de nos aînés. Il y a des belles particularités dans ce projet-là. Il y en a quand même qui sont intéressantes. Ça consiste en quoi? C'est une grosse réflexion parce que l'idée, on veut évidemment que nos aînés soient au profit de la société. Donc, on implante un milieu de garde à l'intérieur du projet. Donc, partager le savoir. Il y a des placotoires dans les corridors programmés avec des petites bibliothèques où les aînés peuvent compter des contes aux enfants. Il y a des jardins odorants dans la cour où les aînés, disons, qui seraient en situation d'Alzheimer, ont quand même un environnement qui est contrôlé où ils peuvent aller à l'extérieur, mais dans un environnement contrôlé. Et ils s'insèrent dans une vision plus globale, la vision d'un plan directeur pour restructurer tout le cœur de Sébec. Donc, l'implantation d'une piste cyclable, d'un verger, de jeux pour enfants, d'un pump track également. Donc, à terme, c'est vraiment une revitalisation du cœur de Sébec. C'est un beau projet. Et puis, bien, félicitations. Mais là, le projet a été présenté aujourd'hui.
Alors, on est rendu à quelle étape maintenant? Nous, on est rendu à l'étape de l'estimation du projet avec les équipes de professionnels autour de la table. Évidemment, il y a entrepreneurs, estimateurs. Nous, on a fini tous les dessins, on a fait valider par toutes les équipes. On est en train de ficeler le budget. En tout cas, les équipes qui s'occupent du budget sont en train de le ficeler pour viser une construction d'ici 1 à 2 ans. Donc, j'imagine aussi que par la suite, quand il va y avoir la construction va se faire, il va y avoir un suivi. Absolument. Nous, notre mandat qu'on a dans le cadre de ce projet-là, c'était pas non seulement la conception, mais on va faire tous les plans pour construction, les demandes de permis et la surveillance des travaux. Patrick Blanchette, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Je suis en compagnie de Marcel Belzile, qui est le maire de Sébec. Bonjour, Marcel. Bonjour, bonjour. C'est une grande journée aujourd'hui parce qu'il y a une consultation publique pour présenter le projet de la maison Bien vieillir chez soi. Ah, donc, c'est quoi l'objectif, justement, de cette présentation-là? L'objectif, c'est d'abord et avant tout d'informer la population. Faire le point, parce qu'on se rappellera qu'en 2023, il y a eu une première consultation qui a donné l'envoi qui nous a dit on a des besoins. Et là, on a filé avec le comité. Et finalement, aujourd'hui, c'est un peu l'accomplissement de tout ça, de venir dire aux gens voilà où nous sommes rendus. Puis à partir de ce moment-là, maintenant, voici les autres étapes qui restent à faire. Puis en même temps, en allant chercher ce qu'on va appeler l'acceptabilité sociale, le fait que le projet soit intéressant pour tout le monde. Puis à date, bien, les commentaires qu'on a sont très élogieux. Avec tout ce qu'on voit, les plans sont faits, on présente le projet, ça avance très bien, là. Là, on est vraiment au niveau de la conceptualisation des plans. Quand on dit que c'est fait, c'est que ça veut dire aussi qu'en arrière-plan, toute la notion d'innovation du projet comme tel, de la vision que nous avons de faire ce projet-là innovant, bien, c'est là, c'est à l'intérieur des murs, c'est partout. Ça devient un milieu de vie, en fait, là. C'est ça que ça veut dire. C'est un projet qui te tient à cœur, ça fait longtemps que tu t'en parles, que tu veux que ça se fasse. Ça va se réaliser. Comment tu te sens? Bien, je me sens d'abord très engagé, évidemment, et j'aurais envie de dire comment ça va se réaliser. J'espère bien qu'on n'est pas dans un horizon de 5 ans. J'espère qu'on est dans un horizon d'1 an, maximum 2 ans, pour réaliser ce projet-là, pour le faire descendre sur le terrain. Parce que rendu à ce stade-là, avec tout ce que vous nous montrez, le début de la construction devrait avoir lieu quand même assez rapidement, rendu ici, là. Si, c'est sûr que les instances gouvernementales, ils sont pour quelque chose. On sait que par rapport au ministère de la Santé, la situation est différente. Par rapport à d'autres ministères, c'est différent également. Alors là, c'est d'arrimer tout ce beau monde-là d'ici l'automne pour faire en sorte qu'on puisse justement avancer rapidement, puis qu'au printemps prochain, on espère qu'on soit capable d'annoncer quelque chose d'intéressant. Ça va être quoi l'impact de ce beau projet-là pour les gens de Sébec et les gens de la Matapédia? L'impact, là, c'est pas Sébec, là, c'est vraiment le secteur, c'est la vallée de la Matapédia. Écoutez, on parle de 46 unités là, de logement. On parle de quelque chose là, avec le concept des proches aidants. On parle de l'abordabilité. On parle d'un projet qui va avoir un rayonnement régional, voire plus. Puis c'est ça l'idée au départ, de faire ça, de garder notre monde chez nous. Nos aînés d'abord, mais leur famille également. Pour qu'ils puissent vieillir ici, mourir ici. Oui. Ça, je pense que c'est important pour les gens. Bien oui, puis l'idée, c'est d'intégrer ça à la communauté d'une part, que les gens, que ce soit accessible pour les gens, les citoyens. Quand on parle de gériatrie, quand on parle de médecine moderne, ça veut dire qu'on est capable d'inviter des gens de la population à utiliser ces services-là. Puis en même temps, bien, qu'on le veuille ou pas, ça va contribuer à faire la vitalité de notre milieu et de notre économie. Marcel Belzile, merci beaucoup, puis félicitations là, pour cette belle présentation. Bien, merci beaucoup. Je sais que tu n'es pas tout seul à avoir travaillé là-dessus, Non, mais il y a une grosse équipe. Mais là, bravo pour le travail qui a été accompli jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Donc, vous avez assisté justement à la consultation publique sur le projet Bien vieillir chez soi. Comment vous trouvez le projet? Moi, je trouve ça excellent. Puis, si je suis malade plus tard, j'aimerais y demeurer, c'est sûr. Ça serait quelque chose que vous verriez vivre là. Tiens. Oui. Je ne sais pas si ça va être comme des places, mais peut-être qu'il faut réserver d'avance. Ben là, je sais pas. On va signer notre bague tout de suite aujourd'hui, là. Ouais. Vous étiez prête à signer votre bague? Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez justement de ce projet-là? Dans le milieu, c'est un projet qui ça nous prend absolument parce qu'on n'a pas beaucoup de résidences pour les personnes aînées. Donc, ce sera un plus pour Sébec, là. Et c'est quasiment un petit milieu intéressant. Il parle d'intégrer un service de garderie. Comment vous trouvez cette idée-là?
Ouais, avec des enfants des alentours, c'est toujours plaisant. Ça nous permet de garder le cœur jeune aussi. Oui, oui, oui. Avec tout ce qui parle, c'est quand même là, une belle innovation, là, ce qu'ils veulent mettre à l'intérieur et comment ils veulent composer ça. Moi, je trouve ça, le plan, il est à mon goût, là, parce que je pense qu'on en a besoin. Ouais. Ça va répondre à un besoin. Ouais, à un besoin. Vous faites partie des gens que vous voulez espérer rester jusqu'à la fin de vos jours ici dans la Matapédia? Oui. C'est un milieu vivant. Ça s'annonce bien. Merci beaucoup. De rien. Comme vous constatez, le projet de construction de la maison Bien vieillir chez soi avance bien. Si vous voudriez avoir plus d'informations sur l'ensemble du projet qui a été réalisé, donc la recherche-action pour améliorer les besoins des aînés, vous pouvez consulter le site Internet vieillir-chez-soi/bsl.org. Nous allons continuer de suivre le projet et pouvoir vous présenter étape par étape jusqu'à sa réalisation. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Un nouveau festival verra le jour à Amqui cet été, le festival à Amqui. Pour en connaître davantage justement sur cet événement, je reçois un des organisateurs, Alexandre Pinault. Bonjour Alexandre. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien, très Donc, bien. Un beau projet que vous avez entrepris. Oui, exact. C'est quoi l'idée de vouloir instaurer un festival d'humour à Amqui? Ben, il n'y aura jamais trop d'humour, je pense. On rit jamais assez. Non, exact. Ben, tu sais, moi, en travaillant à Microbrasserie La Captive, sur la programmation d'humour, justement, là, on voit un engouement qui est spectaculaire, je dirais. On peut même le voir chez Diffusion Mordicus avec beaucoup de spectacles à guichet fermé. L'engouement pour l'humour est vraiment, vraiment haut dans les derniers temps. Puis... Oui, parce que vous autres, à La Captive, vous faites beaucoup de spectacles d'humour. Puis j'imagine la salle est quand même pleine, j'imagine. Oui, je rentre faire pas un festival, un spectacle d'humour par mois environ. Puis on remplit presque toujours la salle, là, au moins de 2 tiers à complet. Là. Fait qu'il y a vraiment un engouement pour ça. Oui, exactement. Pourquoi pas en faire un festival? C'est en plein ça, c'est ça. C'est l'année dernière, j'ai des collègues, pas des collègues, mais des amis là, qui m'ont approché l'idée. Puis moi, ça mijotait déjà un peu là, dans ma tête là, de... Ah, pourquoi pas, à un moment donné. Puis finalement, ben, il suffisait juste que quelques amis me proposent l'idée que l'étincelle a allumé là. Justement, en parlant de tes amis, c'est qui fait partie de... Parce que t'es pas tout seul, là, c'est quand même non, un gros festival. 6. On est 6 qui est dans dans cette l'organisation. belle équipe? Il y a moi, Alexandre Pinault, Vincent Bernier, Raphaël Rivard, qui travaille ici sur le Metal Agora. Donc, on a été chercher vraiment l'expérience de festival avec Raphaël. Simon Langlois, qui est tout au design graphique. Nicolas Arsenault et Pierre-Luc Fournier. Ouf, je l'ai pas oublié. Ouais, là, avec un désordre comme ça, c'est pas évident. Et puis, ça va ressembler à quoi? Ça va se dérouler comment, le festival? Le festival est sur 3 jours. Okay. Le festival, en tant que tel, est 2 jours. Avec la pause, avec accès à 2 jours de spectacle. C'est 2 soirées, le vendredi soir à 20h et le samedi soir à 20h. Puis aussi le samedi après-midi, qu'on a rajouté un spectacle d'extra. Donc, c'est premier arrivé, premier servi, qui vont avoir accès à la salle avec la captive. Donc, c'est un peu plus petit qu'on fait ça à l'hôtel de ville qui sera démoli. Là, Donc, vous allez être les derniers à bénéficier de ce bâtiment. Exactement. C'était en plein ça. Ben, on voulait boucler la boucle de l'hôtel de ville là, qui a démarré comme étant un centre culturel. Ben, on va l'achever en centre culturel, on va le dire comme ça. Oui, et ça va être quoi? Parce que là, tu parles de 2-3 jours, ça va être parlais de la troisième journée. En fait, c'est la première journée, c'est un peu pré-festival. C'est la tournée des finissants de l'École de l'humour. Ils font une tournée à chaque année, les finissants. Ils nous ont contactés pour jumeler, si on voulait jumeler la tournée des finissants avec le festival. Donc, c'est pour ça c'est des billets à part, parce que c'est une production complètement à part, pareil, là, pour OK, fait ça fait... Vous l'embriquez avec le festival, exactement, mais les gens qui achètent le pass pour le festival, ça comprend-tu le spectacle des finissants ou non? Non, okay, c'est vraiment ça. C'est vraiment un ajout. Mais ça fait partie de l'offre quand même du festival là, de la fin de semaine. Et ça va être quoi? Justement, c'est quelle fin de semaine ça va avoir lieu? Oui, c'est du 10 au 12 juillet. Donc, ceux qui se procurent la passe, ça va être le 11 et le 12 juillet qui ont accès
au spectacle. Et c'est déjà le temps d'acheter des billets, je pense. Hein? Exactement. La prévente finit lundi. Il reste encore quelques jours. 55 $ pour les spectacles du 11 juillet et du 12 juillet. Puis pour les premiers arrivés, premiers servis, pour le samedi après-midi aussi, ceux qui ont la passe vont avoir accès. On va mettre des billets en vente à partir de lundi. En fait, la prévente termine. On met en vente individuelle chaque soirée. Et quelques billets pour le samedi après-midi, quelques billets restants. Est-ce qu'on a un meilleur prix en prévente? Oui, c'est sûr qu'on sauve quand même là, quelques dollars. Vous allez avoir accès surtout au samedi après-midi aussi. Là, donc ça, c'est le prix là. Le prix en prévente présentement est de 55 $. Ensuite, à la porte, ça va, par soirée, ça va être, je pense, c'est 35 $. Là, OK, si tu veux y aller juste une soirée, tu peux. Oui, exactement. On sort la programmation. Par soirée, là, on va l'annoncer lundi. Quel humoriste? En fait, c'est je dirais le déroulement de la soirée, ça va être un animateur humoriste avec 2 humoristes qui vont faire une ouverture d'une 15 de minutes chaque. Et une tête d'affiche qui va faire 45 minutes à 1 heure aussi. OK. Et comment on se procure les billets, justement? Si on veut profiter de tout ça? Oui, c'est directement sur la plateforme du point de vente. Il y a les liens de la billetterie sur notre page Facebook à Hamkoui. OK. Ouais, sinon, le monde peut scanner s'ils vous croisent un poster qu'on peut voir. Il y a un petit code QR. Les gens, qui croisent le poster, peuvent scanner le code QR pour avoir accès aux billetteries. Comme ça, là, tout est détaillé. Fait que des posters, il va en avoir un petit peu partout. Oui, il y en a un peu partout dans le Hamkoui. Je suis encore rentré dans l'installation. On vient de recevoir un deuxième lot. Un événement comme ça se fait pas tout seul. On a souvent besoin de financement. Fait que qui vous aide là-dedans? Vous avez des commanditaires, je suppose, aussi? Oui, exactement. L'événement est présenté. C'est Descartes qui nous ont même approchés pour vouloir présenter. C'est des tripeux d'humour. Fait ils nous ont approché instantané quand ils ont vu la page, l'entité se créer. Comment on fait pour être producteur, présentateur officiel d'événements, etc. On a d'autres bons commanditaires. On a Celsius, climatisation, chauffage aussi, qui sont associés à Descartes. On a la maison commémorative Fournier, Desjardins, la ville d'Hamkoui, évidemment. Et d'autres qui se rajoutent. On a Pascal Bérubé qui vient de se rajouter aussi dans les commanditaires, etc. Il s'en rajoute encore. Il y en a encore qui se rajoutent. Fait que ça crée de l'engouement, pas juste chez les personnes qui veulent assister, mais les personnes qui veulent s'engager. Exactement. Je pense que le monde veut tout un succès de ça, puis qu'il y a d'autres éditions. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est la première édition, donc on estime que si ça va bien, il va y avoir d'autres éditions. Oui, exactement. Bon, on le souhaite. Là, avant de finir, on a oublié de parler de qui serait là. Oui. Un petit pitch de vente pour. En fait, je vais dire, je peux nommer toute la programmation. Je vais nommer surtout mes têtes d'affiche. Qui est Pascal Cameron, qui a animé, je dirais, un humoriste de plus en plus en demande. Il a animé un gala Comédia l'année dernière avec sa conjointe Florence Lompré. Oui. Ensuite, deuxième tête d'affiche, on a Christophe Dupéré, qu'on peut voir un peu partout. Véronique est fantastique un peu ce temps-ci. On le voit dans la série, je pourrais pas le nommer, il y a une série d'hockey sur Crave avec des humoristes. Oui, la poursuite du rêve, quelque chose comme ça, oui. Je pense. Mais j'ai pas fait de mes recherches assez, je les ai écoutées, mais... c'est ça, on a d'autres humoristes de la relève aussi qu'on a dans la programmation. À ne pas manquer, on a Alexis Lapointe qui a déjà été chroniqueur à Sucré Salé. On a Virginie Courtiol qui est une humoriste française qui est de plus en plus en demande au Québec. Avec plein de beaux artistes à découvrir. Exactement, c'est en plein ça. Alexandre Pinault, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et je vais vous souhaiter un bon succès avec votre festival. Merci beaucoup, vous êtes tout invité. Donc, vous trouverez toutes les informations sur le festival, donc la liste des invités, la façon de vous procurer les billets également sur la page Facebook Hamkoui, donc HAHAMQUI. Bon spectacle! Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Si vous vivez dans un appartement immeuble de plus de 5 logements, vous pourrez bientôt avoir accès au service de compostage. Il va y avoir une campagne de sensibilisation qui va avoir lieu cet été à cet effet. Et pour nous en parler, je reçois Caroline Beauchamp, qui est conseillère en gestion des matières résiduelles. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc c'est une belle nouvelle qu'on apprend aujourd'hui, enfin.
les gens qui sont locataires vont pouvoir avoir accès au compostage. Oui, effectivement. Et en fait, c'est ça, le compost, il avait été lancé en juin 2015 à toutes les maisons unifamiliales puis les logements de 4 appartements et moins. Puis donc là, à partir de cet été, pour répondre aux objectifs là, de notre plan conjoint de gestion de matières résiduelles, on l'instaure aussi dans les blocs appartements de 5 logements et plus afin de maintenant couvrir vraiment tout le territoire de la Métis et de la Matapédia. Et comment ça va se passer justement cette campagne de sensibilisation-là? On va avoir, bien en fait, on a 3 agentes de sensibilisation qui vont faire tous les multilogements 5 et plus qui n'ont pas déjà un service de bac brun, parce que des fois, il y a certaines municipalités qui ont fait l'initiative d'elles-mêmes. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, nos 3 agentes vont aller visiter tous les locataires, en fait, pendant cette campagne-là, pour les informer et les sensibiliser sur la gestion des matières résiduelles. Et là, vous allez faire le tour de tous les locataires de la Métis et de la Matapédia. Là. Oui. Ça va vous en faire beaucoup? Oui. En fait, pour là, on a 1023 appartements à aller visiter pour cet été. Okay. Et après ça, là, vous allez faire le tour d'enfance pour sensibiliser, pour expliquer comment ça se déroule, le compostage? Oui, bien exactement. En fait, les agentes, quand ils vont arriver à une porte, il y a un petit sondage là, qu'elles vont faire remplir aux personnes. Donc, c'est pas plus que 10 minutes sur leurs habitudes de tri. Ensuite, elles vont leur distribuer aussi des pamphlets, en fait, qui les informent sur la gestion des matières résiduelles. Donc, on en a un plus précisément sur le compost qui décrit les étapes, donne les trucs et astuces. Si jamais ça se passe pas bien, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les petits problèmes. Puis, bien évidemment, bien, sur la récupération, parce que c'est toujours bon d'avoir un petit rafraîchissement, puis de savoir un peu, justement, qu'est-ce qui va dans chaque bac pour aider. Puis, en même temps, pour faciliter le compost, qu'est-ce qui peut aider? C'est la distribution d'un petit bac. Donc, quand elles vont faire la sensibilisation, elles vont distribuer les petits bacs bruns à mettre sur le comptoir comme celui-ci. Fait comme ça aide vraiment les gens, des fois, à démarrer. Là, ça leur donne le petit coup qui leur manque. Et là, vous allez rencontrer les locataires, mais est-ce que vous allez rencontrer aussi les propriétaires de ces immeubles-là? En fait, on a déjà envoyé une lettre aux propriétaires des appartements, des blocs appartements qu'on a ciblés. Donc, normalement, ils ont tous reçu l'information. Puis, on a tenu des rencontres. Puis, ceux qui se sont présentés, bien, ils ont pu poser leurs questions puis avoir plus de détails. Puis, sinon, bien, tout le monde a eu nos coordonnées. Fait que s'ils ont d'autres questions en cours de route, ils peuvent toujours nous rejoindre. OK. Fait que là, tous les personnes qui vivent en appartement vont recevoir le petit bac sans exception, dans le fond. Oui, à moins qu'ils ne veulent vraiment pas l'avoir, mais sinon, normalement, oui. C'est le choix du locataire, là. Ce ne sera pas le choix du propriétaire. Pour le petit bac. Pour le petit bac, OK. Oui, le bac brun va être distribué à tous les immeubles, le gros bac à l'extérieur. Oui, c'est ça, parce qu'il faut mentionner que pour le compost, il y a 2 bacs. Oui, c'est important. Il y a celui qui est à l'extérieur, mais si on ne va pas sortir dehors à chaque fois pour aller porter notre cœur de pomme, on en a un petit qu'on remplit, puis après ça, on va vider dans le gros bac. Exactement. Alors justement, on a un petit ici avec nous. Fait que comment ça fonctionne justement, là, ce petit bac-là? Quand on a ça chez nous, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est comme on peut le voir, c'est vraiment pas gros. Donc souvent, ça peut prendre juste un petit espace, d'habitude plus dans la cuisine parce que c'est là qu'on cuisine. Donc en fait, là, quand on l'ouvre, on a différentes méthodes. Fait qu'on peut le faire soit... C'est pas très grand. Hein? Non, c'est ça. Souvent, on ne veut pas en accumuler pendant un mois. Là, sinon, c'est là qu'il risque d'avoir des odeurs, puis des vers, puis des choses comme ça. Fait que quand on le vide régulièrement, ça enlève vraiment beaucoup de problèmes. Parce que c'est ça la question. Quand on commence à le remplir, est-ce qu'on attend qu'il soit plein pour le vider ou c'est après 2-3 jours, il faut le vider justement pour ne pas avoir de problème? On n'essaye pas plus qu'une semaine. Là, Fait que au moins une fois par semaine. L'été, ça pourrait aller à 2. Là. Quand il fait vraiment chaud puis il fait 30, c'est là qu'il peut avoir plus d'odeur. Fait que c'est pour ça qu'on essaye au moins une fois par semaine. Puis si jamais 2, là. Ça peut être à 2. Même s'il n'est pas plein, il faut vider, sinon on va avoir des problématiques. Oui. Et là, ce qu'on tient dans nos mains, c'est différents sacs qu'on met. Oui. Parce qu'on ne met pas les restants directement dans le bac. On pourrait, sauf que si on veut diminuer encore là les risques, il faut laver régulièrement son bac. Donc, en mettant des sacs, ça l'empêche justement de devoir laver son bac vraiment souvent. Puis, en même temps, quand on va aller les porter dans le gros bac à l'extérieur, le papier journal... Oui, ça, c'est le fun. Ça, c'est une petite technique qui est le fun. Ça coûte rien. Oui. On recycle nos vieux exactement. Journaux. On se fait une petite pochette qu'on met dans On fait une petite papillette. Là. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent comment faire
C'est une papillote de journaux. Vous écrivez ça, puis il y a plein de beaux vidéos en français qui montrent la technique sur comment plier son papier journal. Puis justement, là, il absorbe l'humidité aussi, fait que ça l'aide à garder les matières plus secs, puis donc ça va être... Quand on le vide, on le prend avec le papier journal, puis on le met dans le bac. Oui. OK. Oui, exactement. On a le... On peut acheter des sacs aussi. Oui. C'est ça. Ça, c'est des sacs qu'on peut acheter. On a la version en papier, puis il est recouvert d'une petite pellicule en amidon pour pas que ça passe au travers puis que ça coule. Tout tombe. Donc, on fait la même chose que ça. On rentre bien dedans. Oui. On peut juste mettre ça comme On peut le mettre dedans. Puis si jamais, il y a même des gens qui préfèrent le garder au congélateur aussi pendant l'été. Fait que comme ça l'empêche les bactéries, les petits vers puis les mouches de se former. Pendant qu'on le remplit, on le laisse dans le congélateur au lieu de le laisser dans le bac comme... Oui, ça peut être une technique aussi, là, si vous avez de la place dans le congélateur. Puis juste avant la collecte, on prend le bac puis le sac, puis on va le mettre directement. Fait que il y a comme vraiment plusieurs techniques. C'est la même chose ici? Oui, c'est la même chose, mais c'est le sac compostable. C'est important que le sac soit compostable puis qu'il y ait le seau écrit compostable. OK. Pour être sûr qu'il soit fait en bonne matière. Puis des sacs comme ça, on peut se procurer ça où? Dans les magasins grande surface, ça peut être comme par exemple Dollarama, les épiceries. OK, on trouve ça partout. Oui, on en trouve. Il peut y avoir d'autres styles aussi. Mais oui, c'est ces deux-là. qu'il y a le logo. C'est ces deux-là, mais en autant qu'il y a le logo dessus. Oui, exactement. Il y a plein de marques. OK. C'est vraiment pas compliqué. Puis, tu sais, justement, il y a plein de différentes techniques. Puis, dans le dépliant qu'on va transmettre, là, on en écrit des petits trucs quoi faire là, quand il y a des problèmes. Donc, par exemple, mettre du bicarbonate de soude ou du vinaigre pour changer le pH. Fait que ça fait en sorte que les bébites ne vont pas proliférer dessus. Ils vont avoir de la misère à naître, on va dire comme ça. Comme on parlait aussi, le mettre au congélateur. Surtout l'été, là, c'est là que le pourrissement peut arriver plus rapidement. Donc, quand on garde ça au congélateur, ça l'empêche tout le risque. Puis même des fois, juste garder le grand bac brun à l'ombre, si possible. Donc, ça aussi, ça ralentit la fermentation des matières organiques qui sont à l'intérieur. Et là, peut-être la question, le monde se pose. Qu'est-ce qu'on met? C'est souvent la question. Qu'est-ce qu'on met dans le bac brun, dans le bac bleu, et là, dans le bac vert, puis là, dans le bac... Parce que là, on entend parler souvent des restants de table, la nourriture, mais est-ce qu'on peut retrouver d'autres choses aussi? Oui, bien c'est ça. Notre guide, il est vraiment bien fait. Puis tout est dedans des petits aussi. Dessins en plus. Bien oui, il y a les petits dessins, puis il y a toutes les étapes aussi qu'on vient de discuter, comme comment faire le compost dans le bloc appartement. Donc, bien sûr, il y a les résidus de table, donc tout ce qui est viande, s'il n'y a pas de problème, des os, s'il n'y a pas de problème, les noix, les restes de table, les coquilles d'œufs. Donc ça, tout ce qui se mange, cru, cuit, périmé, peut aller dans le bac brun. OK. Il y a aussi tous les résidus verts. Donc là, on parle des plantes, des résidus de jardin, mais pas on ne parle pas des branches, ni du gazon, ni des feuilles, donc vraiment des petites plantes qu'on enlève. Puis finalement, tout ce qui est les papiers, les cartons souillés. Donc par exemple, la fameuse boîte de pizza qui a du gras, qui a imbibé dans le carton, ça peut aller au compost. Les papiers mouchoirs peuvent aller au compost. Le papier brun à main aussi peut aller au compost. Donc ça, c'est bon aussi parce que ça l'aide à enlever l'humidité qu'il y a dans le bac. Fait que le bac brun, il aime ça, là, en avoir de ça. OK. Fait que c'est bon, on peut mettre ça dans le compostage. Quand est-ce que ça va avoir lieu, justement, cette tournée-là? Parce qu'on parlait de l'été, mais de quelle date à quelle date ça va jouer? En fait, la brigade a commencé la semaine dernière. Ah, OK. Fait que c'est déjà... Fait qu'il y a peut-être déjà du monde qui ont déjà eu de la visite, là. Oui. Au moment où on se parle. Oui, il y en a qui ont déjà eu leur petit bac, là. Puis ils ont vraiment hâte de commencer. Puis ça va aller jusqu'au 25 août. OK. Puis pour nous, dans la Matapédia... ça va plus commencer en juillet. Ça va être plus en juillet, là. Oui, étant donné que c'est à la Métis en premier, parce que là, en ce moment, on a 2 agentes, puis il y en a une 3e qui va arriver en juillet. Okay. Fait que là, ça va être plus efficace. OK. Fait que en juillet, là, on peut s'attendre d'avoir ta visite ou une de tes collègues, là. Oui, certainement que mes collègues, vous allez les voir avec leur petit dossard marcher dans la rue, là. Bien, Caroline, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis on va attendre, je suis sûr qu'on va tout attendre avec impatience, là, votre visite là, pour pouvoir qu'on puisse commencer à composter. Oui, n'hésitez pas à les interpeller dans la rue s'ils ont des questions. Ils sont là pour ça, puis sont bien équipés pour répondre. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, pour en savoir plus sur la gestion responsable des matières résiduelles, les citoyens, bien, vous êtes invités à consulter le site www.ecoregie.ca où vous pouvez appeler au 1-800-631-2924. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population,
pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible, à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Le nouveau court-métrage de Christophe Moquin, Situation délicate, paraîtra bientôt. Et pour nous en parler, bien sûr, j'ai le plaisir de le recevoir en studio. Bonjour Christophe! Salut Marc! C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tellement. On sait que tu as travaillé aussi pour la TVC avec TVC l'été, tout ça. Donc, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Je reviens dans mes bottines à chaque fois que je viens au bureau. Mais comme nos habitudes, quand tu viens nous voir, c'est pour nous parler de la sortie d'un de tes projets. Exact. Et comme je l'ai mentionné, tu as un nouveau court-métrage Oui. qui va sortir bientôt, Situation délicate. Et le monde en a entendu parler parce que le tournage s'est fait ici dans la Matapédia. Il y avait même, au moment où tu faisais le tournage, il y avait même une demande de figuration. Oui, exactement. En fait, je suis vraiment content d'enfin pouvoir parler de ce projet-là parce que ça fait 1 an et demi que je dis sur mes réseaux sociaux un peu partout que je suis sur un gros projet, une grosse fiction qui s'en vient. Il y a eu comme tu l'as mentionné, le moment où on cherchait de la figuration l'été dernier. Je tournais ça en cachette en même temps que je faisais ma dernière de TVC l'été. Et je devais dire à personne que j'étais là-dessus, donc ça fait tellement du bien d'enfin pouvoir en parler. Là. J'ai l'impression que, OK, là, j'ai plus besoin de mentir à personne. Pour nous autres qui l'écoutent, c'est un nouveau projet, mais pour toi, c'est pas un nouveau projet. Là. C'est quelque chose que tu as déjà travaillé dessus. C'est comme un remake, si on peut dire. C'est une adaptation, en fait, parce que Situation délicate, ça vient des secondaires en spectacle. En secondaire 5, c'était notre dernier secondaire en spectacle. Puis moi, ça faisait 3 ans que j'ai travaillé avec une équipe d'animation. On faisait des animations des secondaires en spectacle, mais de tous les shows de l'école. Et moi, pour les secondaires en spectacle, dans les catégories concours, je faisais toujours des monologues. Et là, je me suis dit, c'est le dernier secondaire en spectacle, je veux faire un trip de gang. Okay. Fait que Situation délicate, c'est moi, Guillaume Sirois, Jean-Michel Fournier et David Corneau qui se ramassent dans mon sous-sol, devant mon ordi, à écrire en une soirée ce sketch-là qui a été présenté à 2 reprises parce qu'on avait passé au régional. Okay. Ça a été passé sur scène. Et là, des années plus tard, 5 ans plus tard, je suis en train de marcher tranquillement et je repense à ces personnages-là. Qui sont des personnages très caricaturales, comme j'aime bien faire. En théâtre, on peut encore plus jouer dans la caricature. T'as le grognon qui est contre les mariages, t'as l'amoureux qui est overrating les mariages, t'as le marié qui s'est poussé. Mais c'est ça, mais tu vas chercher avec tes personnages toutes les réactions qu'on peut retrouver même dans la vie de tous les jours. Là. Exactement. Puis t'as le personnage du gardien qui, lui, est un petit peu plus loufoque. Et je me disais, ces personnages-là, je trouve qu'ils ont encore des choses à dire et ça ferait un bon court-métrage. Donc, j'ai appelé la TVC. J'ai appelé Émilie qui, pour l'anecdote, était celle qui a mis en scène Situation délicate en 2019. Okay. Donc, j'appelle Émilie, je dis, tu te rappelles Situation délicate? Je ferai un film là-dessus. Est-ce que ça te tente? On a embarqué, j'ai écrit plusieurs versions et on a fini par le tourner l'été passé. Pour avoir eu le privilège de l'avoir vu, des fois on a des privilèges hein, de voir avant tout le monde, mais c'est une histoire qui se démode pas, là. Parce qu'on parle de sujets qui sont encore d'actualité aujourd'hui aussi, là. Oui, exact. Tu sais, ça traite de l'amour, ça traite, sans trop en dire, ça traite aussi de certains problèmes d'anxiété, puis tout ça. Puis aussi, comme tu disais, comment les gens perçoivent l'amour, puis perçoivent le mariage aussi. Il y a plusieurs discours sur le mariage, puis tout ça. Puis c'est aussi... c'est des jeunes, c'est des gars de mon âge, dans la vingtaine. Donc, est-ce que dans la vingtaine, c'est le bon moment pour se placer, pour avoir une femme, les enfants, le chien, toutes ces affaires-là, tu sais? Et c'est drôle parce que quand j'ai revisité ces personnages-là, je me disais, c'est fou que j'avais déjà ces préoccupations-là dans mon écriture quand j'avais 17 ans. Quand même, hein? Tu sais, j'avais 17 ans quand j'ai écrit ça. Puis, ça a été intéressant dans la période d'écriture de justement revoir ça avec un œil un peu plus mature, un œil qui a vécu
plus que la personne de 17 ans que j'étais. Et puis, dans un projet comme celui-là, il y a beaucoup de monde qui sont impliqués. Tu as fait de l'écriture et tout ça, mais je veux aussi, tu voulais parler de la musique. Oui. La trame sonore du court-métrage. En fait, oui, on a été vraiment chanceux parce que pour la première fois, j'ai pu travailler avec une artiste, Florence Landry, que je connais du cégep et que je salue. Donc, avec Flo, on a pensé la musique. C'est elle qui a tout fait, cette trame sonore-là. Et c'est tellement... Quand tu arrives dans le montage puis que tu peux avoir une trame sonore originale, ça change tout parce que là, tu peux vraiment aller mettre l'émotion exactement à la bonne place. Parce que avant, je travaillais avec des banques de musique libre de droit. Donc, c'est vraiment différent. C'est pas du tout la même approche, la même façon de travailler. Donc, oui, la musique de Situation délicate, première fois que je travaille avec de la musique originale, c'était vraiment trippant. C'est déjà disponible sur YouTube, entre autres. OK. Et on retrouve beaucoup de matapédiens. Alexis Tremblay, Michel Coutu, qui sont bien connus. Michel Coutu, oui, Michel. Fait que ça, on dévoilera pas tout de choses. C'est dans la bande-annonce, donc on peut en parler. Ouais, c'est ça. Donc, il y a Michel Coutu qui est là, qui fait le curé. Vous irez voir la bande-annonce. Son personnage est juste magique. Quand il s'est changé, puis qu'on l'a vu dans l'église, on a fait « Wow, mais c'est lui ». J'ai des gens qui ont vu le film en amont puis qui m'ont dit « Il a l'air d'un curé, ça marche ». Donc, puis Michel, Alexis, qui tu mentionnais, qui joue le gardien. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des auteurs de l'époque qui sont venus, Jamy, David. On a Vincent Godreau, que vous aviez déjà vu dans l'après, qui revient aussi, qui joue un personnage complètement loufoque aussi. Là, il va y avoir un lancement officiel là, qui va se faire. Oui, une présentation officielle, ça va être quand? Ça va être en août. On n'a pas encore des dates parce que pour être franc, on va travailler là-dessus en juillet. On était beaucoup débordés sur plusieurs projets. Donc, on a décidé de mettre ça sur glace pour l'instant, mais c'est déjà annoncé. Il va y avoir une représentation qui va se faire. C'est juste à suivre mes réseaux sociaux. Puis, au courant du mois de juillet, là, ça va être un peu moins flou. Puis sinon, ben, le film va être sur Internet, sur YouTube, à partir du 3 septembre. Donc, on va pouvoir, ceux qui ne pourront pas venir à la grande première vont quand même pouvoir le voir sur YouTube un peu plus tard. Exactement. D'autres projets cinématographiques qui s'en viennent? Moi, ou t'as mis une petite pause là-dessus, là, prendre une... Non, non, c'est vrai. C'est pas la question à poser. Je sais, ça travaille tout le temps. Je suis en post-production d'un projet, mais je garde ça un peu secret pour l'instant, qui, si tout va bien, devrait arriver au printemps. Puis, je suis en train d'écrire ma prochaine fiction. Puis, plein de beaux projets qui s'en viennent. Parce que quand je parle d'un projet, quand je me mets à parler d'un projet, ça fait 6 mois à peu près qu'il est terminé le projet en question. Donc, moi, à ce moment-là, je suis déjà rendu sur bien d'autres affaires. Ouais, ça, je le sais. J'arrête jamais. Ça change jamais. Hey, merci Christo. Puis on a bien hâte de voir ça, ce nouveau court-métrage-là. Puis je confirme, ça n'a pas manqué. C'est vraiment très bon. Ah ben merci encore à toi de m'accueillir dans ton émission. Puis bonne fin de saison. Ben merci. C'est toujours un plaisir. Tu reviendras. Oui. On va se trouver une raison. On va trouver une raison pour t'en reviens. Oui. Merci. Pour écouter le court-métrage Situation délicate, vous vous rendez sur la chaîne YouTube de Christophe Moquin, mais veuillez noter que la vidéo sera accessible à partir du 3 septembre. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui complète cette édition du 13 juin d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. La TVC lance une nouvelle campagne de financement, la loterie Coup de pouce. Un billet de loterie qui vous permet de gagner des certificats cadeaux de différents marchands de la Matapédia d'une valeur de 25 à 1000 $. Comment vous procurer le billet? C'est bien simple, vous contactez la TVC, soit au 418-629-4503 ou par un membre du personnel ou du conseil d'administration pour acheter vos billets. Les billets sont au coût de 10 $. Alors, bonne chance si vous participez. Ne manquez pas dimanche prochain le Télébingo à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur grise. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!